Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour tout le monde, comment ça va? Bonjour les amis, bienvenue. J'espère que vous passez une bonne après-midi. 18 h, c'est bon, vous êtes déjà allé chercher les gosses, là, vous êtes de retour à la maison, tout va bien. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Ça va bien et toi? Bah ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va carrément. Ça va carrément. Ouais, il s'est pas passé grand-chose de dingue hein, aujourd'hui. Voilà, on va se dire les choses, hein, c'est pas- voilà, il y a eu un conseil des ministres, bon, ça a duré 2 minutes, c'était très formel. Des bonnes games de Battlefield? Ah ouais, ouais, carrément. Ouais, ouais, je suis en train d'écouter Vous savez, je vous parle souvent des podcasts de Philippe Collin sur France Inter. Philippe Collin qui fait des podcasts sous forme de portraits biographiques. Il a fait le général Leclerc, il a fait Philippe Pétain, il a fait Léon Blum, il a fait Jean-Ferdinand Céline. Euh, Bon, il a fait que des. Il a fait Simone de Beauvoir, que des trucs incroyables, quoi. Et moi, j'aime beaucoup les podcasts. Et en fait, ça a été adapté par France Télévisions en documentaire, avec des images. Et du coup, je suis en train de re-regarder Léon Blum. Je l'avais déjà écouté, mais là, je le regarde. Et en vrai, c'est cool, t'as des images d'archives et tout. Hmm. C'est quoi l'histoire autour de la triche à Interville? Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, vous n'avez pas connu un jeu télévisé qui existait dans les années 90. Peut-être même que ça remontait aux années 80. C'était un jeu télé qui s'appelait Interville. Et il avait une particularité, ce jeu, c'est qu'il proposait à des villes de France de s'affronter. C'était la ville de machin contre la ville de truc. Et on prenait des gens de la ville, on prenait le boulanger, le postier, le maire, etc. Et puis ils formaient des équipes et ils jouaient à différents jeux pour marquer des points. C'est 1965, Interville? Non. Sérieux? C'est ouf. C'est fou. 62? Ah, je savais pas du tout. Je vous avoue que j'ai dû regarder une ou deux fois, hein. J'étais petit. Bon, et voilà, objectivement, le concept du jeu est vachement bien. Enfin, en vrai, c'est vachement marrant. C'était super rigolo, c'était des gens complètement anonymes, c'est une espèce de télé-réalité, comme ça durait qu'un coup, ça faisait la fierté locale, tout le monde s'y mettait, etc. Machin. Donc voilà, Interville, ça existait. Et il y a une année où une des villes qui s'affrontait dans Interville, c'était le Puy du Fou. Alors, Puy du Fou n'est pas une ville. Le Puy du Fou est un. Enfin, si, remarque, c'est peut-être le nom d'un patelin, mais c'est surtout le lieu d'un immense parc d'attractions, si on veut, mais c'est pas vraiment un parc d'attractions avec des manèges, c'est un parc historique, avec des gros guillemets historiques, hein, qui a été fondé par Philippe de Villiers. Ça se trouve en Vendée. Ça se trouve en Vendée et ça accueille des dizaines de milliers, peut-être même des centaines de milliers de spectateurs chaque année. C'est un vrai succès populaire. Le Puy du Fou, ça marche très très bien. Et les gens peuvent se balader dans un espèce de immense lieu dans lequel il y a des reconstructions, des reconstitutions médiévales, il y a des informations un peu sur l'histoire, il y a des gens qui sont déguisés, il y a plein de trucs et tout. Il y a un petit côté foire médiévale un peu sympa pour venir en famille. Et puis surtout, il y a des spectacles. Les spectacles du Puy du Fou, il y a des grands gradins et tout, et sur fond de château fort, il y a des grands spectacles, ça existe depuis des décennies, et c'est des grands spectacles qui racontent des épopées, machin, etc. Bon, le Puy du Fou a été fondé par Philippe de Villiers, que vous connaissez. Usul en avait fait un portrait d'ailleurs dans les portraits de Blast, qui était très très juste comme portrait, qui montrait comment Philippe de Villiers a eu un petit coup de génie avec ce truc-là. Euh, Et surtout, le Puy du Fou est critiqué par beaucoup d'historiens pour son approche très idéologique de l'histoire. On est sur une histoire très fantasmée, tendance roman national, pas vraiment sur une analyse fine de la réalité historique. Donc on y va, on en fait des caisses sur Jeanne d'Arc, sur les Vendéens victimes de la Révolution. Voilà, c'est très la lecture de la droite, voire même de la droite la plus dure de l'histoire de France.
très fantasmé, pas très historique. Mais indépendamment de ça, donc le Puy du Fou a été un des concurrents d'Interville dans les années 90. Euh, et selon les révélations de plusieurs personnes de l'époque, le bras droit de Philippe de Villiers, qui était un certain Bruno Retailleau, avant qu'il ne quitte Philippe de Villiers pour rejoindre la droite classique, Bruno Retailleau était très proche du leader d'extrême droite vendéen. Et Bruno Retailleau aurait soudoyé l'arbitre du jeu télévisé Interville. Voilà, c'est ça l'affaire. Ça n'a jamais été nulle part, hein. Il n'y a pas de justice, pas de machin, c'est interne à un jeu télévisuel. Mais voilà, donc c'est ça l'histoire de la triche à Interville. Bruno Retailleau aurait été l'auteur d'une tricherie malhonnête dans un jeu télé. Pourquoi? Bah parce que, alors là pour le coup, il faut dire les choses, c'était extrêmement utile pour une ville de gagner Interville. Parce que de mémoire, quand tu gagnais Interville, tu continuais à jouer la semaine suivante. Enfin, il y a un truc comme ça où pour le rayonnement de ta ville, pour attirer des touristes et pour voilà, attirer enfin, plein de trucs, quoi, c'est très très bien Interville. Et les villes voulaient absolument faire Interville, c'était hyper important pour elles. Et le Puy du Fou, qui en plus est un parc d'attractions, pour eux, c'est un enjeu de publicité énorme, surtout dans ces années-là. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas... Non, non, passer à la télé, ça déconnait pas, hein. En plus, ils montraient des lieux et des spécialités locales. Ouais, 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 carrément. Ouais, ouais, en plus, non, mais quand je dis que c'était un truc de publicité locale, c'était très important. Il y avait une interview du maire en direct à la télévision. À l'époque, c'était énorme. Des petites villes en France qui n'ont jamais eu cette exposition à aucun moment. Ou alors pour des faits divers un peu glauques, genre, tu vois. Donc non, non, c'était hyper bien. Ils montraient les petits commerçants qui, du coup, participaient à Interville. Je vous dis, ils montraient le boulanger, ils montraient le postier, ils montraient les gens, les jeunes, etc. C'était vachement bien pour les villes, Interville. Elles en rêvaient toutes. Et donc, l'intérêt de tricher était là, en fait. Les épreuves étaient banger en plus. Je me souviens plus très bien. Moi, je me souviens évidemment de la vachette. Pour ceux qui ont oublié, c'était on lâchait une vache euh, dans une arène et il fallait s'échapper. Ça existe dans plein de villes du sud de la France, ce truc-là. Alors moi, je suis pas du tout du sud de la France. Je sais même pas comment ça s'appelle. Il y a la corrida évidemment où on bute le taureau, mais indépendamment de la corrida, il y a plein de trucs comme ça où on utilise un bovidé, taureau piscine. Ça s'appelle comme ça? Les férias. Oui, les férias. La course landaise. La course camarguaise. Ok. Bon, bah ça a plusieurs noms, visiblement. Course landaise, course camarguaise. Bon, bah voilà, bref. Et donc, il y avait une des épreuves dans Interville où c'était ça. Voilà. Et c'est très très rigolo à regarder. Moi, j'étais un petit garçon devant ma télé et j'ai trouvé ça très rigolo. Et j'ai surtout ce souvenir-là. Je vous avoue que le reste des épreuves d'Interville, ça m'a pas marqué. Hmm. Le mur? Le mur à la fin? Le mur des champions? C'est le truc où il fallait monter avec une barre comme ça? Est-ce que c'était ça? T'avais un truc crénelé sur le côté, t'avais une barre et tu devais... Ok, je m'en souviens. Putain, vous venez de me le rappeler. Vous venez de me le rappeler. Ouais, 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 ouais. Ça, un plan incliné. Ça y est, je me souviens. Ça avait l'air horriblement dur. Oh là là, les souvenirs. Ce serait marrant qu'on refasse Interville. Alors, je crois que c'était très cher à produire, hein, quand même. À mon avis, France Télé, Interville, ouais, non. On va faire un devis, on va regarder, hein. Parce que c'est pas sûr. C'est dans les cartons? Ah ouais? Il y a des projets? Ils en ont parlé? C'est prévu pour 2025? Non. Ouais, c'est marrant. Ils ont annoncé le retour pour l'été 2025. Ok, non mais très bien, allez-y, hein. C'est marrant. Moi je trouve ça drôle. Pas sûr que les assos de protection animale soient d'accord.
Mais il lui arrive rien de mal, hein, la vachette. Hein. La vachette, elle était pas tuée. C'est pour ça, dans tous ces trucs de course landaise, course camarguaise, feria, etc., on tue pas la bestiole. Ça a de la valeur, une bestiole. Hein. On s'amuse pas à les buter. Mais je suis pas sûr qu'ils vont remettre la vachette, hein, du coup. J'en sais rien, peut-être qu'ils vont trouver autre chose. Ouais, il y avait d'autres épreuves. Ouais, non, je suis d'accord, je suis d'accord. Un mec déguisé en vachette. On court après Michel Foucault. C'est sans les vachettes et c'est ce qui fait polémique. Ah, du coup, il y a des gens qui sont pas contents qu'il n'y ait pas de vachette. Moi, je propose qu'on mette Bruno Retailleau. Voilà, c'est ça. On met Bruno Retailleau au milieu. Et c'est pas lui qui court, c'est nous, on lui court après. Et lui doit s'échapper. Ça me paraît bien. Donc voilà d'où ça vient cette histoire de triche à Interville dans laquelle est mouillé Bruno Retailleau. Je suis pas sûr que ce soit la polémique la plus intéressante avec Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, donc, qui a fait sa passation de pouvoir avec Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, qui aurait été ministre de l'Intérieur pendant 4 ans. Bruno Retailleau, qui a fait sa passation de pouvoir et qui a dit dans sa passation de pouvoir que ses 3 priorités au ministère de l'Intérieur, c'était le retour à l'ordre, le retour à l'ordre et le retour à l'ordre. Bruno Retailleau qui semble donc insister sur la nécessité de remettre de l'ordre dans ce pays. Ce qui est intéressant comme manière de le dire, retour à l'ordre, retour à l'ordre, retour à l'ordre, parce que d'une part, ça sous-entend que c'est le désordre aujourd'hui, ce dont on pourrait discuter. Et d'autre part, le retour à l'ordre, il y a un côté revenir en arrière à une époque où c'était plus ordonné. Et c'est toujours le truc avec les réactionnaires, c'est qu'on sait jamais quelle est l'époque à laquelle ils font référence quand ils disent que la France c'était mieux. Donc Bruno Retailleau promet, et ce n'est pas une surprise, on s'y attendait, Bruno Retailleau promet un ministère de l'Intérieur dur sur la question de la délinquance, sur la question de la lutte contre les stupes, sur la question de l'immigration également. C'est un dossier important qu'il a sur son bureau. Je suppose qu'en disant ça, il parle d'un retour de la police de proximité avec des éducateurs spécialisés. Oui, très probablement oui. La police va organiser des matchs de foot amicaux avec les jeunes de quartier. Ouais. Ça me paraît, ça me paraît. Mais du coup, le couple intérieur-justice risque-t-il d'échouer alors qu'il est central pour avancer sur ce genre de sujet? Tu as raison, c'est très juste ce que tu dis, puisque le ministère de la Justice échoua à Didier Migaud. Didier Migaud qui est issu de la gauche. Est-ce que ça va coincer entre les deux? Honnêtement, je ne sais pas. La seule fois où on a vu que ça grinçait sérieusement entre la police et la justice, c'était au moment des manifestations de policiers suite au meurtre d'un de leurs collègues. Vous vous souvenez, devant l'Assemblée nationale, où là, il y avait des policiers qui n'hésitaient pas à dire que le problème de la police, c'était la justice. Que c'est à cause de la justice qu'il y a des délinquants, parce que la justice, elle est très... les policiers, eux, ils attrapent les délinquants, et la justice, elle les relâche. Un discours qu'on entend beaucoup sur les pages Facebook de policiers en colère. Donc, on verra. Hein. En vrai, on verra. Hum. Retailleau propose quelque chose pour lutter contre les violences policières. Je pense que Bruno Retailleau contesterait l'existence même de la notion de violence policière,
pour commencer. Et ensuite, il n'a absolument rien dit dans son discours de passation de pouvoir qui laisse entendre qu'il pourrait mener une politique résolue de réduction de la dite violence policière. Je vais le dire autrement, ne vous y attendez pas trop, hein. Faut pas, voilà. Est-ce que le discours de politique générale a déjà eu lieu au fait? Non, le discours de politique générale aura lieu le mardi 1er octobre, à suivre en direct sur ma chaîne. Il est pour la présomption de légitime défense des policiers. On verra si Bruno Retailleau introduit un projet de loi en ce sens, pour modifier effectivement la présomption d'innocence des policiers. On verra. C'est le 1er octobre que les parlementaires vont voter ou non la confiance, oui, à l'occasion de l'examen d'une motion de censure. Il n'y aura pas de vote de confiance, mais il y aura probablement le vote de la motion de censure déposée par les socialistes. Mais c'est une motion de censure qui est promise à un échec, puisque seuls 200 députés se sont engagés à la voter. Plus aucun portefeuille pour le handicap, est-ce que c'est vrai ou faux? En fait, il n'y a pas la notion de handicap dans les intitulés ministériels, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le handicap dans les attributions ministérielles. Parfois, il faut faire la part des choses entre l'intitulé du ministère et la quantité d'attributions qui lui reviennent. On ne peut pas mettre l'intégralité des attributions dans l'intitulé d'un ministère parce que ça ferait une page A4 recto verso. Juste le nom du ministère. Donc c'est pour ça qu'on invente par exemple la notion de ministère de la solidarité. Le ministère de la solidarité, il a plein d'attributions en fait. Il s'occupe des personnes âgées, il s'occupe de la petite enfance, il s'occupe des jeunes. Il s'occupe pas des jeunes, il s'occupe du handicap. Il s'occupe de l'assurance maladie, enfin des caisses de solidarité de la sécurité sociale. Il s'occupe de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc il y aura bien un ministre qui va s'occuper des questions de handicap, ça c'est sûr. Du coup, qui c'est qui va gérer tout ce qui est handicap et accessibilité? Bah ça va dépendre des décrets d'attribution. Ça va dépendre des décrets d'attribution, mais si on reprend la compo du gouvernement... Budget... Outre-mer... Enseignement, agriculture, souveraineté, tac, 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 tac. Réussite scolaire et enseignement professionnel. Famille, petite enfance, partenariats internationaux, consommation. Bah écoute, je sais pas, hein. Moi je pense que... Égalité femmes-hommes, intelligence artificielle et numérique. Non, mais ça va être le ministère des Solidarités, hein. Paul Christophe, qui s'occupe de la solidarité, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Quand on parle d'autonomie, d'habitude, on parle surtout de la question du grand âge, en général. C'est l'autonomie des personnes âgées dont on parle le plus. Mais l'autonomie peut aussi s'entendre sur la question du handicap, c'est possible. Donc c'est Paul Christophe, le ministre des Solidarités, qui va s'occuper des questions de handicap, comme ça a toujours été le cas. Est-ce que la nomination du gouvernement t'a étonné? Pas le moins du monde. Rien d'étonnant dans la nomination du gouvernement, si ce n'est l'absence de poids lourds. Quand même noter que il y a un certain nombre de poids lourds dans le champ politique qui n'apparaissent pas dans ce gouvernement, hein. Un Gérald Darmanin, Bruno Le Maire. Alors, il y a quand même Rachida Dati, c'est vrai. Après, est-ce que c'était un poids lourd? Rachida Dati, elle a été élue, elle n'a pas été élue, elle a été nommée ministre en janvier dernier. Pas non plus. C'est une prise à la droite, mais bon.
Bruno Retailleau, je le mets pas dans les poids lourds de la droite, hein. Enfin, tu me diras, si, oui. Avec le Sénat, mais bon. Tu vois, par exemple, il n'y a pas Laurent Wauquiez. C'est intéressant, il n'y a pas Xavier Bertrand. Bon, en même temps, il avait été pressenti pour être Premier ministre. Il n'y a pas Valérie Pécresse, il n'y a pas... Bon. Et c'est l'analyse qu'on faisait hier au moment de la nomination. Vous et moi, on se disait que de toutes les manières, ce gouvernement-là n'est pas promis à un avenir brillant. Ce gouvernement a toutes les chances d'échouer, si ce n'est dès cet hiver sur le budget, au printemps prochain, sur une motion de censure que Marine Le Pen s'est d'ores et déjà engagée à déposer. Marine Le Pen souhaite une nouvelle dissolution l'été prochain. Et avant ça, elle souhaite une modification du mode de scrutin. Est-ce que c'est une fin de carrière politique pour les membres de ce gouvernement? Non, pas forcément. Non, 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 pas forcément. C'est pas nécessairement une fin de carrière. Tout dépendra évidemment des circonvolutions de l'avenir politique de ce pays, mais avoir été ministre à un moment dans ta vie, surtout quand t'es relativement jeune, ça t'empêche pas de le redevenir 15 ans, 20 ans plus tard. On en a eu plusieurs comme ça, enfin des ministres sous Mitterrand qui le sont redevenus sous Hollande. Euh, Sous Jospin, mais ça c'est plus rapproché. Est-ce que le NFP votera une motion déposée par le RN? Non, en l'état actuel des choses, le nouveau Front Populaire, les députés du nouveau Front Populaire se sont toujours abstenus de voter des motions déposées par l'extrême droite. Le nouveau Front Populaire vote ses propres motions, mais ne vote pas les textes déposés par l'extrême droite. D'ailleurs, début octobre, il va y avoir la niche parlementaire du RN où le RN va proposer l'abrogation de la réforme des retraites. Est-ce que le NFP va voter l'abrogation de la réforme des retraites telle que proposée par le RN? Il y a peu de chance. En tout cas, ceux qui se sont exprimés sur le sujet ont tous dit non. Donc la gauche a gagné les élections, le gouvernement est de droite et d'extrême droite qui dirige. Non, la gauche n'a pas gagné les élections législatives de juin 2024, je suis désolé de vous l'apprendre, il y a 200 députés de gauche dans un parlement qui en compte 350 de droite. La gauche est arrivée en tête dans une assemblée morcelée, ça veut dire qu'elle a une légère avance. Mais en réalité, si tu additionnes le nombre de députés de la Macronie et de LR, ils sont devant le nouveau Front Populaire. Le nouveau Front Populaire est deuxième. C'est la deuxième force politique du pays, si vous voulez. Donc je sais que beaucoup de responsables de gauche prétendent avoir gagné les élections législatives de juin 2024, ce qui n'est pas absurde et ce qui n'est pas faux. Enfin, faux. Ils sont en droit de le dire. On est arrivé en tête, on a une courte distance, on est la première coalition, on devrait gouverner. Ce n'est pas exorbitant. Ils ont le droit, et je pense qu'ils sont en position de réclamer la nomination de Lucie Castet à Matignon. Mais c'est pas parce qu'ils le réclament et qu'ils le disent que c'est une vérité pour autant. C'est ce que je vous ai toujours dit sur le résultat des élections n'est pas toujours évident. Surtout quand on élit une chambre, comme une assemblée nationale, ou un sénat, ou un conseil municipal, ou un conseil régional, etc. Parfois la notion de victoire, elle est subtile. C'est très dur à faire entendre en ce moment à mon entourage. Je sais, mais en plus, ça met la confusion dans la tête de beaucoup de gens. Il y a plein de gens qui pensent sincèrement que la gauche a remporté les élections. Ça s'appelle pas remporter des élections, avoir 200 députés. Ça s'appelle être en bonne position dans une assemblée morcelée. Ce qui est déjà bien, hein. C'est pas négligeable. Hmm. C'est le défaut de ne pas avoir trouvé vite pour Lucie Castet le soir même.
Ça aurait aidé, oui, ça aurait aidé si le nouveau Front Populaire avait été un peu plus rapide à donner un nom de Premier ministre. Le truc, c'est qu'il faut dire la vérité, le nouveau Front Populaire a été le premier surpris par son score. NFP ne s'attendait pas à arriver en tête. Hein. Je rappelle qu'à l'époque, on pensait tous à Bardella Premier ministre, hein, c'était un peu ça qui était dans l'esprit de tout le monde. En quoi ce gouvernement est représentatif du vote des dernières élections? Ce gouvernement est soutenu par un attelage de 220 députés à peu près, et il est non censuré par un attelage de 130 députés. Voilà en quoi il est représentatif du vote des dernières élections. Et il est censuré par 200 députés, pour finir. Mais 200, c'est pas assez, comme vous le savez. L'assemblée issue des urnes en juin dernier est une assemblée morcelée en 3 blocs. Un bloc de gauche, un bloc central, un bloc d'extrême droite. Le bloc central étant de centre et de droite, voire de droite dure. Il suffit que 2 blocs se mettent d'accord pour que ça puisse fonctionner. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisqu'on a un bloc central droite qui s'est indirectement mis d'accord avec un RN qui accepte de ne pas le censurer, en tout cas pas dans un premier temps. Mais si le bloc avait été différent, si ça avait été un bloc centre plus gauche, avec LFI qui accepte de ne pas censurer dans un premier temps, ça aurait pu être différent. Qu'est-ce que le RN a à gagner à ne pas censurer? Eh ben regarde, le gouvernement qu'on a, voilà ce que le RN a à gagner à ne pas censurer. Un des gouvernements les plus à droite de l'histoire contemporaine. Depuis 93, depuis 2007. On n'a jamais eu de gouvernement aussi à droite. En quoi ça aide le RN? Ça aide le RN parce que ça continue à participer à la stratégie de dédiabolisation du Rassemblement national. Les idées, une partie des idées et des thèmes et des mots mis dans le débat public par le Rassemblement national vont être au gouvernement. Ça participe à les faire accepter aux Français. Le Front républicain qui a empêché le RN d'arriver avec une majorité absolue à l'Assemblée nationale en juin dernier va peut-être s'effriter, une partie des électeurs. Ça va peut-être s'effriter. Donc le RN continue sa progression. En tout cas, c'est ce qu'ils espèrent. Chacun fait ses pronostics. Le RN compte là-dessus. Je comprends pas, t'as pas dit il y a 5 minutes que le RN voulait censurer? Si, Le Pen veut censurer, mais dans un an. Pas tout de suite. Marine Le Pen, elle a la possibilité, quasiment à elle toute seule, de décider de la prochaine dissolution. Pas tout à fait. Mais Marine Le Pen, elle veut une nouvelle dissolution. Elle estime que l'élection de juin dernier lui a été volée par le Front républicain. Marine Le Pen estime qu'il y a eu une alliance contre nature de macronistes et de gauchistes pour l'empêcher d'arriver au pouvoir. Et elle espère bien retenter sa chance dans une élection l'année prochaine. En comptant sur le fait que les gens ne se déplaceront plus pour faire barrage au RN. Elle l'a dit, ouais, elle l'a dit. Elle l'a dit, le soi-disant Front républicain, c'est une alliance des contraires. Les macronistes et la gauche se protègent les uns les autres pour empêcher le RN d'arriver au pouvoir. C'est antidémocratique. C'est exactement ce qu'elle a dit. Hein. Est-ce que c'est possible qu'il nomme Castex, il censure dans un an? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Justement, peut-être qu'Emmanuel Macron ne veut pas
offrir sur un plateau d'argent à Marine Le Pen une dissolution l'année prochaine. Donc si Marine Le Pen s'amuse à censurer le gouvernement de Michel Barnier, peut-être qu'Emmanuel Macron va dire à Le Pen « Ah ouais, tu veux jouer à ça? Bah regarde, je nomme Lucie Castet, tu vas faire quoi ?» Alors non seulement je nomme Lucie Castet, mais je dis à mes députés de ne pas censurer Lucie Castet. Haha, t'as l'air conne là. T'as perdu le gouvernement le plus à droite de l'histoire. Enfin, pas de l'histoire, non. De l'histoire récente. Et tu te retrouves avec un gouvernement de gauche. Alors, gouvernement de gauche, Lucie Castet, gouvernement, ça veut dire que Lucie Castet est sous la coupe d'Emmanuel Macron. Hein. Lucie Castet ne gouverne que parce qu'Emmanuel Macron la laisse faire. Autant vous dire que ça va pas être gratuit, ça. À lui seul, le RN n'a pas assez de députés pour obtenir la censure. Absolument, tu as raison, le RN n'a pas assez de députés pour obtenir une censure. Il a besoin d'apporter ses voix à la gauche. Stella Dupont, député macroniste, envisage de voter la censure. Ça s'effrite tout doucement chez les macronistes. J'ai du mal à y croire, je t'avoue, parce que... Il faudrait 90 députés. 80 députés. Macronistes. Qui se rebellent contre Emmanuel Macron. Et qui votent une hypothétique motion de censure. J'y crois pas. On aura peut-être 5-10, mais... La gauche ne votera pas la censure de l'extrême droite. Non, mais l'extrême droite votera la censure de la gauche. En tout cas, elle peut le faire. Et elle l'a déjà fait par le passé. Si Attal se déclare candidat. Oh, imagine. Gabriel Attal tue le père. Bon, déjà qu'ils se détestent, mais... Gabriel Attal annonce qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Il crée un groupe de députés qui le soutiennent lui. Donc il quitte Renaissance pour le rejoindre lui. Et là, Gabriel Attal annonce que son groupe ne censurera pas Lucie Castet. Oh, ça va suer à l'Elysée. Alors, ça vous fait quoi la gauche de dépendre de Gabriel Attal pour gouverner? Comment ça, ils se détestent? Ah, Gabriel Attal et Emmanuel Macron, ils se détestent là. C'est consumé. Hein. C'est consumé, consommé. Depuis la dissolution, ils sont plus potes. Hein. Et Gabriel Attal, d'ailleurs, ne fait aucun mystère du fait qu'il veut désormais se consacrer à sa carrière politique personnelle. Sous-entendu, le mec à l'Élysée, là, il est cramé, de toute façon. C'est le soleil couchant du macronisme. M'en fous. Pourquoi les députés LREM suivraient Attal si Macron le déteste? Parce qu'il y a peut-être des députés macronistes qui vont commencer à faire des petits calculs dans leur tête en se disant bon, Emmanuel Macron ne peut pas être candidat en 2027. Emmanuel Macron, il est cramé. Mon avenir politique n'est pas avec cette fusée-là, qui n'a plus de carburant. Il faut que j'attrape l'autre fusée, qui est le jeune Gabriel Attal, que les Français aiment beaucoup, etc., etc., etc. Ça peut être assez smart en réalité comme calcul de la part d'un macroniste. Hein. De se dire si je veux que l'aventure continue, j'ai plutôt intérêt à miser sur un Gabriel Attal que de rester empêtré dans un Emmanuel Macron impopulaire. Les gens aiment Attal
Gabriel Attal est la personnalité politique préférée des Français. Alors pour ce que ça vaut, hein, c'est toujours les sondages de personnalité politique préférée des Français, mais Gabriel Attal est très largement préféré à Jean-Luc Mélenchon, si tu veux le dire de cette manière-là. Hum. Mais ce sont des sondages d'image, hein. C'est vraiment de l'image personnelle des hommes politiques. Qu'est-ce que vous pensez de machin? Est-ce que vous en avez une bonne opinion? Ah oui, oui, j'en ai une bonne opinion. Et machin, non, j'en ai une mauvaise opinion. Voilà, c'est ça. C'est ces sondages-là qui disent rien de politiquement, mais dans une cinquième république présidentialisée, les enjeux de personnages, ça compte. C'est un peu beaucoup du fake, ces classements. Non, c'est pas du fake. C'est juste qu'on ne peut rien en tirer pour faire des analyses sociologiques intéressantes. C'est du ressenti pur. Mais vous savez, le fait d'être une personnalité politique appréciée par les Français, ça aide à avoir une carrière politique, hein. Alors, c'est pas déterminant, mais ça peut aider. Nicolas Hulot, quand il est rentré au gouvernement d'Édouard Philippe, il était très apprécié de beaucoup de Français. Alors, on n'était pas encore au courant des affaires, machin, mais peu importe. Il était très apprécié. Bernard Tapie, quand il est rentré au gouvernement, sous Mitterrand, il était très apprécié des Français. C'est la télé tout le temps et tout. Yannick Noah, personnalité politique des Français depuis 20 ans, c'est pas du fake. Alors, je suis pas sûr qu'Yannick Noah soit toujours tout en haut, encore que c'est possible. Et non, c'est pas du fake. Yannick Noah est très 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 apprécié par beaucoup de Français parce qu'il renvoie une image de victoire sportive, de chansons hyper populaires quand même. Pour ceux qui ont oublié, hein, Yannick Noah, ça a été des chansons sur lesquelles on a dansé dans tous les campings de France pendant des années. Ça compte. Et des valeurs qu'il prône, d'ouverture, etc., qui font plaisir à plein de gens. Donc ouais. Jean-Jacques Goldman aussi, un chanteur très apprécié. Mais c'est pas des politiques, hein. C'est des personnalités publiques. Quand on pense que moi, ce qui m'intéresse, c'est les classements des personnalités politiques préférées des Français. C'est le moyen de sélection aussi, le pool est limité et peu de gens choisissent. Ouais, c'est vrai. Tous ces classements, on dirait, ils interrogent les plus de 69 ans. Et ben regarde l'âge moyen des Français, tu risques d'être surpris. Si t'es pas au courant qu'on a une pyramide des âges qui est très vieille, je suis désolé pour toi. Mais oui, les Français sont un peuple âgé. Alors non seulement les Français sont un peuple âgé en pyramide des âges, mais en plus de ça, les vieux votent. Il y a quand même une grosse différence entre les vieux et les jeunes dans ce pays, c'est que les vieux, ils se déplacent aux urnes pour voter. Les jeunes, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Non seulement ils sont minoritaires, les jeunes, en nombre, mais en plus ils sont minoritaires dans les urnes parce qu'ils se déplacent très très peu. C'est très très bien expliqué dans un livre qui s'appelle Les jeunes, c'est le présent, écrit par Jean Massier. À ne surtout pas hésiter à acheter, il sort mercredi en librairie, n'hésitez pas. Oh la cascade, t'as vu? Je me suis pas fait de claquage, hein. Penses-tu que si tous les jeunes votaient, la gauche ferait un plus gros score? C'est dur à dire parce que ça revient, ce que tu me demandes, ça revient à faire parler les abstentionnistes. Ce qui par définition ne prennent pas la parole. Donc c'est dur de leur mettre dans la bouche des volontés. Donc c'est un peu limité comme exercice. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une distribution des votes des jeunes qui est très similaire à celle des vieux. Pour une raison simple, c'est qu'un des déterminants du vote, c'est la famille. Et le vote familial est un comportement électoral très connu. Euh, on vote souvent de la même manière que sa sœur, son frère, son père, sa mère, ses cousins, ses tantes, ses oncles, etc. C'est normal, il y a une cohérence sociologique des membres de la famille, des cohérences affectives, des points de vue parfois qui peuvent se recouper. Et donc, en France, un des déterminants premiers du vote, c'est le vote familial. Euh,
La droitisation de la société existe-t-elle vraiment? J'ai pas l'impression. Alors, il y a une droitisation du discours politique, une droitisation aussi dans le paysage médiatique. Par contre, la droitisation des gens, eux, directement, elle est effectivement beaucoup moins réelle. Il y a un chercheur qui s'appelle Vincent Tibéry, qui a sorti un travail d'enquête sociologique là en cette rentrée politique, qui tend à montrer que la droitisation de la société n'est pas tout à fait réelle quand on regarde concrètement ce que pensent les gens. Il a compilé beaucoup d'enquêtes et de travaux sociologiques pour en venir à la conclusion que si tu regardes dans le détail, en fait, les Français sont de plus en plus tolérants, les Français sont de plus en plus ouverts d'esprit. Regarde la cérémonie d'ouverture des JO qui a beaucoup plu à beaucoup de Français. Drag Race qui cartonne à la télé, c'est des petits éléments, tu vois. C'est des petits éléments, mais qui montrent qu'en réalité, les gens sont de moins en moins racistes, sont de moins en moins violents, sont de moins en moins durs, sont de plus en plus tournés vers la solidarité, l'entraide, etc. Voilà. Jean Tibéry, l'ancien maire de Paris. Alors l'ancien maire de Paris s'appelait Jean Tibéry. Le sociologue, enfin le chercheur, pardon, s'appelle Vincent Tibéry. Et ça s'écrit pas avec un i à la fin, mais avec un j. Et on m'a dit que ça se prononçait Tibéry. Parce que le j se prononce i à la fin d'un mot dans je sais plus quelle langue ou groupe de langues. Mais j'ai aussi entendu des gens dire Vincent Tiberge. Hmm. Le J, c'est le S, évidemment. Est-ce que vous voulez qu'on regarde dans le détail qui sont nos ministres? Parce que moi, ça m'intéresse. Qui c'est ces gens? Hop, gouvernement Barnier, qui sont les 39 ministres et secrétaires d'État? Bon, là, on a leur tronche avec leur étiquette politique et tout machin. Très bien, très intéressant. Mais surtout, plus en bas, voilà, on a la composition du gouvernement. Voilà, très bien. Mich Mich! Arrivé troisième à la primaire des Républicains pour la présidentielle de 2022, Michel Barnier cumule plus de 50 ans d'expérience politique. Chargé par la Commission européenne de négocier le Brexit entre 2016 et 2021, l'Isérois a occupé des responsabilités à tous les niveaux. Conseiller général de Savoie dès 1973, il a ensuite été député, plusieurs fois ministre entre 1993 et 2009, député européen et enfin vice-président de la Commission européenne. Didier Migaud, député de l'Isère, c'est un ex-socialiste, député de l'Isère pendant plus de 20 ans. Jusqu'en 2010, Didier Migaud se spécialise dans les questions de fiscalité à l'Assemblée. Il quitte le Palais Bourbon pour devenir premier président de la Cour des comptes entre 2010 et 2020, avant de prendre la tête en janvier 2020 de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, l'organe chargé de contrôler le patrimoine, de contrôler et promouvoir la probité et l'exemplarité des responsables publics. Catherine Vautrin, qui vient de Renaissance, qui est une ancienne des Républicains, elle est engagée à droite depuis l'élection de François Mitterrand en 81. Catherine Vautrin commence sa carrière politique comme conseillère municipale à Reims en 83. Un premier mandat de députée sous l'étiquette UMP en 2002-2004, elle participe au gouvernement Raffarin et Villepin comme secrétaire d'État à l'intégration, secrétaire d'État aux personnes âgées, puis ministre déléguée à la cohésion sociale. Réélue députée en 2007, elle assume la vice-présidence de l'Assemblée nationale de 2008 à 2017 en parallèle de ses mandats locaux. Conseillère municipale et présidente du Grand Reims. En 2013, elle participe à la Manif pour tous. En 2022, elle est pressentie pour devenir première ministre, mais Emmanuel Macron lui préfère Elisabeth Borne. Elle entre finalement 2 ans plus tard dans le gouvernement de Gabriel Attal en janvier 2024 comme ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Catherine Vautrin, c'est l'éternelle première ministre qui ne sera jamais première ministre de sa vie. Parce que ça marche jamais, quoi. À chaque fois, ils essayent, mais non. Donc là, elle est ministre du partenariat avec les territoires et la décentralisation, donc c'est le ministère de la cohésion des territoires.
Bruno Retailleau, incarnation de l'aile droite des Républicains. Bruno Retailleau fait ses premiers pas en politique avec le Mouvement pour la France, le MPF, de Philippe de Villiers, bannière sous laquelle il siège à l'Assemblée nationale de 94 à 97. Il rejoint ensuite l'UMP en 2012 et dirige le groupe de droite au Sénat depuis 2014. Proche de François Fillon, il échoue à prendre la présidence des Républicains en 2022 face à Éric Ciotti. Catholique, il est connu pour ses positions conservatrices sur les questions de société. Il a été interviewé sur la chaîne Twitch de Jean Massier il y a quelques années. Interview à retrouver sur le site de Public Sénat. Anne Jeunetet, députée Renaissance de la 11e circonscription des Français établis hors de France depuis 2017. Anne Jeunetet devient la 5e ministre de l'Éducation nationale nommée en 2 ans. Médecin de formation ayant longtemps vécu et travaillé à Singapour, elle a comme principale expérience parlementaire d'avoir été membre de la commission défense de l'Assemblée nationale. Ok, d'accord. Jean-Noël Barrot, aux affaires étrangères et à l'Europe. Entré en politique comme conseiller départemental de Haute-Loire à la suite de son grand-père et de son père. Alors, c'est le fils de... Merde, comment il s'appelait son père? Barrot, j'ai oublié son prénom, qui était un grand centriste, grand européen. Jacques Barrot, merci beaucoup. C'est le fiston de Jacques Barrot. Décédé il y a quelques années maintenant, qui était un très grand monsieur. D'ailleurs, c'est marrant, c'est sous l'égide de Jacques Barrot que Laurent Wauquiez avait commencé sa carrière, mais ensuite il a pris la droitisation de Sarkozy. Wauquiez, bref. Ce professeur d'économie est secrétaire général du MoDem entre 2018 et 2022. Bah oui, évidemment, MoDem, le centre indépendant. Élu depuis 2017 et conseiller régional d'Île-de-France depuis 2021, Jean-Noël Barrot est nommé ministre délégué en charge du numérique dans le gouvernement d'Elisabeth Borne entre 2022 et 2024, puis ministre délégué chargé de l'Europe dans celui de Gabriel Attal. Est-ce que c'est Jean-Noël Barrot qui avait fait la loi influenceur? Alors je sais que c'est une proposition de loi portée par 2 députés. Est-ce que c'était lui qui était ministre à ce moment-là? Je sais plus. Rachida Dati, à la culture et au patrimoine, maire du 7e arrondissement de Paris depuis 2008, longtemps encartée chez LR, Rachida Dati quitte son parti début 2024 pour entrer dans le gouvernement Attal comme ministre de la Culture. Elle conserve son portefeuille dans les gouvernements Barnier. L'ancienne magistrate, devenue avocate, a été ministre de la Justice sous la présidence de Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2009 et siégé au Parlement européen de 2009 à 2019. Elle est mise en cause dans 2 dossiers judiciaires, l'affaire Carlos Ghosn, dans laquelle elle est mise en examen pour corruption passive et recel d'abus de pouvoir depuis 2021, et l'enquête autour de la séquestration supposée d'un lobbyiste au Qatar en lien avec Nasser El-Khelaifi, qui a donné lieu à une perquisition dans sa mairie en juin 2023. Et B. Ils oublient de dire qu'elle est maire du 7e arrondissement de Paris et qu'elle est très influente dans la droite parisienne et qu'elle a d'ores et déjà déclaré qu'elle était candidate à la succession d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris pour les élections municipales de 2026. Ah oui, c'est vrai, maire du 7e arrondissement de Paris. C'était écrit. Faut lire, hein, faut suivre. Hein. Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des anciens combattants. Alors lui, il est issu de l'UMP, dont il a été secrétaire national. Sébastien Lecornu conserve son portefeuille dans le gouvernement Barnier. Depuis son ralliement à Emmanuel Macron en 2017, il a fait partie de tous les gouvernements macronistes. D'abord secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, il devient ensuite ministre chargé des collectivités territoriales, ministre des Outre-mer et enfin ministre des Armées. Couteau suisse le mec. Lui, il peut passer de branche en branche. Impressionnant. Lieutenant de réserve dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. Ah, je savais pas ça. Il a aussi présidé le conseil départemental de l'Eure à 2 reprises. Il a été président du conseil départemental de l'Eure. Ok. Très chouette. Où sont les ministres du NFP? Ils ont tous refusé de devenir ministres. Et on les comprend. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques. Elle est énarque, Agnès Pannier-Runacher. Elle quitte la fonction publique en 2011 après 8 années à l'Inspection Générale des Finances puis à la Caisse des dépôts et consignations. Elle rejoint En Marche, devenue Renaissance en 2016, et occupe divers postes ministériels depuis 2018. Elle a été secrétaire d'État à la reconquête industrielle, ministre déléguée à l'industrie, ministre de la transition énergétique et enfin ministre délégué chargé des thématiques forestières. Ah ouais? Ah oui, mais c'est uniquement dans le gouvernement Attal. Putain, elle a dû se faire chier, hein. Après avoir géré l'industrie, elle s'est occupée des forêts. Antoine Armand, lui c'est un normalien et un énarque.
Gros cerveau. Antoine Armand est inspecteur des finances. En 2022, il s'engage derrière Emmanuel Macron et se fait élire député de Haute-Savoie sous l'étiquette Renaissance. À la faveur du Front républicain, il est réélu en juillet 2024 à l'Assemblée nationale. Il devient alors président de la Commission des affaires économiques. Il a été élu président de la Commission des affaires économiques en juin dernier. Il a directement été bombardé ministre de l'économie en septembre. Ironique, le fait qu'il ait été élu grâce au Front républicain, grâce au retrait d'un candidat de gauche, pour finalement appartenir à un gouvernement sous la coupe de l'extrême droite. Normalien, c'est quoi? C'est qu'il a fait l'école normale supérieure, l'ENS. Et quand il est sorti de l'ENS, il est rentré à l'ENA. Geneviève Darrieussecq à la santé et à l'accès aux soins. Elle est médecin, Geneviève Darrieussecq, élue MoDem du Sud-Ouest, conseillère régionale d'Aquitaine en 2004, maire de Mont-de-Marsan en 2008, députée des Landes. Elle a déjà occupé 3 portefeuilles dans les gouvernements macronistes. Elle a été successivement secrétaire d'État auprès du ministère des Armées, ministre délégué à la mémoire aux anciens combattants, ministre délégué chargé des personnes handicapées. Elle a toujours été déléguée à quelque chose, Geneviève Darrieussecq. Elle a toujours été numéro 2, numéro 3. Et là, elle est numéro 1 puisqu'elle hérite du puissant ministère de la Santé et de l'accès aux soins. Mais je note que c'est un ministère qui a été séparé entre la santé et la solidarité. Paul Christophe, ministre des Solidarités, justement, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Lui, il est député du Nord depuis 2017. Paul Christophe est président de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Il a mené une grande partie de sa carrière au sein des collectivités locales. En tant que parlementaire, il a notamment été rapporteur du projet de loi sur le plein emploi, adopté fin 2023. Paul Christophe, c'est indiscret. C'est indiscret, c'est un mec qui bosse. Président de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, c'est pas le genre de star qu'on a sur les plateaux télé, mais c'est le genre de bonhomme qui bosse ses dossiers. La preuve, il a été rapporteur du projet de loi sur le plein emploi. Le rapporteur, c'est le député qui porte le projet en interne à l'Assemblée nationale. Alors, il a dans ses attributions l'égalité entre les femmes et les hommes, mais il a une ministre déléguée pour ça. C'est pas lui qui s'occupe de ça. Ce que je vous expliquais tout à l'heure sur les attributions. C'est une femme qui s'occupe de l'égalité femmes-hommes. Valérie Létard, ministre du Logement et de la Rénovation urbaine. Élue sénatrice UDF du Nord en 2001, Valérie Létard a été secrétaire d'État à la solidarité puis au climat sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Ça, je m'en souviens. C'est une proche de Nicolas Sarkozy. Elle a été vice-présidente du Sénat de 2017 à 2023. Actuelle conseillère départementale UDI du Nord, elle est élue députée en 2024 avec le soutien de Jean-Louis Borloo et siège sur le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire. Son nom avait été évoqué pour succéder à Yael Braun-Pivet à la présidence de l'Assemblée nationale. Oui, c'est vrai. Il y a qui du NFP dans ce gouvernement? Personne. Pourquoi voudrais-tu qu'il y ait du NFP dans ce gouvernement? Quelle drôle d'idée. Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de la Forêt. Annie Genevard rentre en politique en 1995 comme conseillère municipale de Morteau dans le Doubs. Oh, je croyais qu'il pleuvait. Avant de devenir maire en 2022. Elle soutient François Fillon lors de la primaire des Républicains en 2016 avant de devenir vice-présidente de LR en 2021. Elle assume la codirection par intérim du parti depuis l'exclusion d'Éric Ciotti en juin 2024. Députée du Doubs depuis 2012, elle est l'une des vice-présidentes de l'Assemblée nationale depuis les législatives. L'UDI, c'est Modem bis? Non, l'UDI, c'est les héritiers de l'UDF. Ils sont plus enclins à faire des accords avec la droite, l'UDI, que le Modem. Le Modem, ça les fait vraiment chier. C'est un peu leur identité politique depuis le début. Astrid Panosyan-Bouvet démarre sa carrière, elle est au travail et à l'emploi. On l'avait reçue sur le plateau de Backseat. On va peut-être la recevoir d'ailleurs. Astrid Panosyan-Bouvet démarre sa carrière politique dans le courant strauss-kahnien du Parti Socialiste au début des années 2000. Après un bref mandat de conseillère de Paris, elle quitte le PS et soutient François Bayrou en 2007, avant de rejoindre Emmanuel Macron en 2014 comme conseillère au ministère de l'économie. Ah, ça veut dire qu'elle était avec Antoine Léaumont au Modem au même moment? Marrant. Elle participe en 2016 à la fondation du parti En Marche, avant de se faire élire députée de Paris en 2022. Cette diplômée de HEC et de Sciences Po a auparavant été consultante, puis cadre dirigeante dans plusieurs grands groupes, comme Groupama ou Unibail-Rodamco, c'est gros ça. Et elle est la veuve du politiste Laurent Bouvet, ouais, cofondateur du mouvement laïciste Le Printemps Républicain, absolument. Astrid Panosyan-Bouvet. Gilles Averrousse, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. Ancien membre des LR, qu'il quitte en 2023, se disant en désaccord avec la direction du parti, Gilles Averrousse est maire de Châteauroux depuis 2014.
Il s'est fait notamment connaître au plan national dans le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il fait partie des élus locaux ayant fait pression pour que le Centre national de tir sportif de Châteauroux accueille les épreuves de cette discipline à la place de la Courneuve. Attaché territorial, il est également conseiller municipal de l'Indre depuis 2021 et président de l'Association des villes de France depuis 2022. Ah, je savais pas ça. Il a réussi à obtenir les épreuves des Jeux Olympiques dans sa ville. Il y a des gens de Châteauroux dans le chat? C'est vrai qu'il y a un gros centre de tir sportif? C'est joli comme ville, Châteauroux. C'est le Centre national de tir. Le CNTS. Marrant. Et bah big up, hein, les copains. Patrick Hetzel, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, c'est un ancien professeur d'université. Patrick Hetzel entre en politique sous le quinquennat de Sarkozy comme conseiller éducation du Premier ministre François Fillon. Il devient ensuite directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, avant de se faire élire député du Bas-Rhin en 2012 sous l'étiquette LR. Proche de Michel Barnier, il co-dirige sa campagne pour l'investiture présidentielle en 2021. Conservateur, il s'oppose successivement au mariage pour tous, à l'élargissement de la PMA et à la constitutionnalisation de l'IVG. Patrick Hetzel, il est de droite et pour lui c'est tout droit. Il n'y a pas de... On commence pas à discuter. Guillaume Kasbarian, ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique. Il est diplômé de l'ESSEC, Guillaume Kasbarian. Il commence sa carrière comme consultant en stratégie dans les cabinets Moniteur Deloitte et PMP Stratégie. Il entre en politique lors de la première campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Il est élu député d'Eure-et-Loir sous les couleurs de La République En Marche. Après sa réélection en 2022, il prend la tête de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Initiateur de la controversée loi dite anti-squat en 2023, il est nommé ministre du Logement du gouvernement Attal et il est réélu député en 2024. Pas étonnant que Guillaume Kasbarian se retrouve dans ce gouvernement, lui qui est jugé déjà très à droite, y compris par ses collègues. François-Noël Buffet, chargé des Outre-mer. Il est issu des Républicains, sénateur du Rhône depuis 2004 et président de la commission des lois du Sénat depuis 2020. Ancien maire d'Oulins, il siège aujourd'hui à la métropole de Lyon. De sensibilité conservatrice, il a manifesté en 2013 contre le mariage pour tous. Revendiquant une tolérance zéro pour l'immigration irrégulière, il fait partie des sénateurs qui ont durci le projet de loi immigration. En 2023, il dirige au Sénat une mission d'information sur la question calédonienne qu'il aura à prendre en charge dès sa prise de fonction. Putain, je me demandais c'est quoi le rapport entre ce mec et les Outre-mer. En général, on se démerde toujours pour qu'il y ait au moins un lien. Même un petit. Genre, tu viens de là-bas, quoi. Parce qu'il est quand même ministre des Outre-mer. Lui, il est sénateur du Rhône. Mais François-Noël Buffet, il a dirigé une mission d'information sur la question calédonienne. Eh bien, écoutez, il suffit d'aller lire, à mon avis, le rapport de cette mission d'information pour voir ce qu'il en retourne. Ça doit pas être Jojo. Laurent Saint-Martin, ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et des comptes publics, ancien membre du Parti Socialiste, Laurent Saint-Martin rejoint le parti d'Emmanuel Macron lors de sa première campagne présidentielle en 2016. Il est élu député de La République En Marche en 2017. En 2021, il mène la liste du parti présidentiel lors des élections régionales en Île-de-France et termine en 4e position. On se souvient du parc floral qui s'est mis à chanter, bien entendu. En 2023, il est nommé à la tête de Business France. Ça, c'est important, ça. Et il est ministre chargé du budget, Laurent Saint-Martin. Très bien. Ok, infidèle. Benjamin Haddad. À ne pas confondre avec Damien Abad. Rien à voir. Rien à voir. Ministre délégué chargé de l'Europe. Il est issu de l'UMP, dont il a été secrétaire national de 2011 à 2014. Benjamin Haddad. Il a rejoint Emmanuel Macron dès 2016. Il est élu député de Paris en 2022, puis réélu en 2024. À l'Assemblée, il est le porte-parole du groupe Renaissance. Nathalie Delattre, ministre chargée des relations avec le Parlement. Elle est du Parti radical, ça ne m'étonne tellement pas qu'elle vienne du Parti radical et qu'elle soit chargée des relations avec le Parlement. Évidemment, les radicaux, c'est un tout petit groupe de députés, alors déjà qu'ils sont plus très nombreux à l'Assemblée nationale, c'est surtout au Sénat qu'ils existent encore. Et c'est un parti centriste et central, le Parti radical. Elle est viticultrice, Nathalie Delattre, sénatrice de la Gironde depuis 2007. Élue sous l'étiquette du Rassemblement démocratique et social européen, Nathalie Delattre est désignée vice-présidente de la commission des lois en 2023. En 2020, elle préside la commission d'enquête sur la réponse au développement de la radicalisation islamiste. Secrétaire générale du Parti radical, elle est aussi conseillère municipale à Bordeaux depuis 2008. Je l'avais interviewée, Nathalie Delattre. En quoi elle est radicale du coup? Alors attention, le Parti radical n'a rien à voir avec la radicalité. Ça a à voir avec le radicalisme.
C'est une doctrine politique républicaine et laïque qui existe depuis les débuts de la Troisième République. Le Parti radical a surtout été connu, c'était Édouard Daladier, c'était la Quatrième République, c'était la Troisième République aussi, aujourd'hui c'est plus grand chose, mais le Parti radical est un parti centriste, européen, républicain, laïque. Voilà. Il était radical à l'époque où il y avait des monarchistes, quoi. Aujourd'hui, il est centriste. Le Parti radical. C'est le plus vieux parti de France. Je crois qu'il a été fondé en 1903. Tapi et Taubira étaient dans ce parti. De mémoire, Christiane Taubira, elle était au PRG. Elle était au Parti radical de gauche. Oui, parce qu'il y en a deux des partis radicaux. Le Parti radical, quand on précise rien derrière, ça veut dire que c'est le Parti radical valoisien, de la place de Valois à Paris, où est son siège depuis plus d'un siècle. Et le PRG, qui est le Parti radical de gauche, qui lui est un allié historique du Parti socialiste, dès Léon Blum. Tapi aussi était au PRG. Bon bah voilà, Bernard Tapie, il était au PRG aussi. Maude Bréjon, ministre et ministre délégué et porte-parole du gouvernement. Maude Bréjon, elle est ingénieure dans la filière nucléaire d'EDF de 2014 à 2022. Maude Bréjon s'engage en politique derrière Nicolas Sarkozy en 2012. Ah, dommage, il a perdu. Avant de s'éloigner de LR lorsque François Fillon est désigné pour la présidentielle de 2017. Elle adhère à En Marche en 2016 avant de devenir référente du parti dans les Hauts-de-Seine et à Levallois-Perret. Elle est porte-parole du parti en 2020. Élue députée des Hauts-de-Seine en 2022 puis réélue en 2024, elle défend la construction de nouvelles installations nucléaires et la fusion entre l'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN, ce qui fait beaucoup de débat, la fusion de ces deux institutions. Les ministres délégués, c'est des vrais ministres? Oui, les ministres délégués sont des vrais ministres qui sont sous la responsabilité d'un ministre de plein exercice. C'est ça la différence entre un ministre délégué et un ministre de plein exercice. Il manquait le clan Balkany à cette bouillabaisse. Alors attention, c'est pas parce que tu as lu où est-ce que c'est Levallois-Perret que c'est forcément Balkany. Au contraire, Maude Bréjon, c'est une opposante à Balkany. C'est pas sa copine. Marie-Claire Carrère-G, sénatrice de Paris depuis 2023, élue de Paris et au Conseil régional d'Île-de-France, Marie-Claire Carrère-G est la secrétaire générale adjointe de l'Élysée sous Jacques Chirac. Elle est proche de Michel Barnier, dont elle a dirigé la campagne des primaires en 2021. Ok, donc une proche de Barnier. Françoise Gatel, ministre chargée de la ruralité, commerce et artisanat. Sénatrice UDI d'Ille-et-Vilaine depuis 2014, Françoise Gatel préside la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Diplômée en administration des entreprises, elle a fait sa carrière à la Chambre de commerce et d'industrie de Rennes et dispose d'une longue expérience d'élu local. Elle a été maire de Château-Giron. Ça doit être très joli. De 2001 à 2017, et elle demeure conseillère municipale. Elle est aussi vice-présidente de l'UDI depuis 2018. François Durovray, ministre chargé des Transports, engagé très jeune au RPR. François Durovray, putain, devient directeur de cabinet puis adjoint de Nicolas Dupont-Aignan à la mairie de Yerres en Essonne, conseil régional d'Île-de-France, maire de Montgeron et président du conseil départemental de l'Essonne depuis 2015. Il s'éloigne de M. Dupont-Aignan après son appel à voter pour Marine Le Pen en 2017. En 2021, il soutient la candidature de Xavier Bertrand à l'élection présidentielle et rejoint son mouvement Nous la France. Ah, c'est marrant ça. C'est un ancien souverainiste. Fabrice Loher, député de l'Union des démocrates et indépendants, oui, de l'UDI. Lui, il est chargé de la mer et de la pêche. Il est né à Lorient. Il est devenu maire de Lorient en 2020, soutenu par Jean-Yves Le Drian, l'ancien président de la région Bretagne, très influent, au détriment du candidat LREM. Il fait ainsi chavirer ce bastion socialiste après 4 tentatives depuis 2001. Élu conseiller régional de Bretagne en 2004 sous l'étiquette UDF, puis Modem, et réélu en 2010, il est aussi président de la communauté d'agglomération de Lorient depuis 2020. C'est vrai que Lorient, c'était un bastion socialiste. Hein. Ben, il a réussi à le faire chuter. En même temps, avec l'aide de Le Drian. Nicolas d'Aragon, ou d'Aragon, chargé de la sécurité du quotidien, diplômé d'HEC, maire LR de Valence depuis 2014. D'accord, après avoir été conseiller général de la Drôme de 2004 à 2016 et vice-président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2021.
Alexandre Portier, ministre délégué chargé de la réussite scolaire et de l'enseignement professionnel. Normalien et diplômé de Sciences Po. Alexandre Portier est conseiller au cabinet de Laurent Wauquiez, au président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, entre 2016 et 2021. Et conseiller municipal puis maire adjoint de Villefranche-sur-Saône, avant d'être député LR du département en 2022, réélu en 2024 grâce au désistement du candidat socialiste. Encore une fois, le Front républicain. Tu fais quoi en sécurité du quotidien? Le ministre de la sécurité du quotidien, pour le coup, il s'occupe plus spécifiquement de la négociation des contrats de sécurité locale avec les collectivités. C'est ça dont il s'occupe le plus. C'est quasiment du micromanagement avec les préfectures. Sophie Primas, ministre chargée du commerce extérieur et des Français de l'étranger, c'est une ancienne des Républicains. Elle est ingénieure en agriculture. Elle entre en politique au début des années 2000 à Aubergenville, dans les Yvelines, comme adjointe municipale, avant de devenir maire en 2014. Sénatrice des Yvelines depuis 2011, elle décroche la vice-présidence du Sénat en 2023. Membre de LR, elle soutient François Fillon à la primaire de la droite, puis Valérie Pécresse en 2022. Elle quitte LR après l'annonce par Éric Ciotti d'une alliance avec le Rassemblement National lors des législatives de 2024. Oui, mais de toute façon, il a lui-même quitté LR, Éric Ciotti. Bon, peu importe, maintenant il est au gouvernement, c'est plus important. Olga Givernet, ministre chargée de l'énergie. Ingénieure dans le centre de maintenance de jets à Genève. Pas trop marrant. Olga Givernet devient conseillère municipale de Saint-Genis-Pouilly, dans l'Ain, sous l'étiquette Modem, dont elle s'éloigne pour être élue conseillère régionale sur une liste d'Union de la gauche en 2015. Bah alors, elle adhère ensuite à La République En Marche et est élue députée de l'Ain en 2017 et réélue de 2022 à 2024. Bon, ok. Olga Givernet, elle a fait du twist. Marc Ferracci, ministre chargé de l'industrie. Diplômé de HEC et de Sciences Po Paris, Marc Ferracci, économiste proche d'Emmanuel Macron, le conseille lors de la présidentielle de 2017, puis devient conseiller spécial de la ministre du Travail Muriel Pénicaud et du Premier ministre Jean Castex. En 2022, il est élu député Renaissance de la 6e circonscription des Français de l'étranger et réélu en 2024. Il est le petit-fils de Pierre Ferracci, le fondateur du groupe Alpha et le président du Paris Football Club. Je savais pas du tout. Marie-Agnès Poussier-Winsbach, maire de Fécamp depuis 2014 et conseillère régionale de Haute-Normandie, Marie-Agnès Poussier-Winsbach quitte ses mandats en 2022 quand elle est élue députée de la 9e circonscription de Seine-Maritime. Elle est réélue en 2024. Marina Ferrari, du Modem, chargée du tourisme. Élue en Savoie sous les couleurs du Modem, puis réélue à la faveur du Front républicain, Marina Ferrari avait été à partir de 2008 adjointe au maire d'Aix-les-Bains, puis conseillère départementale de Savoie. Elle était déjà secrétaire d'État chargée du numérique dans le gouvernement de Gabriel Attal depuis février dernier, ouais. Effectivement. Ça fait trois ministres élus grâce au Front républicain, j'ai nommé. Agnès Canaillé, députée ministre, chargée de la petite enfance. Elle est juriste et enseignante en droit. Elle est élue locale au Havre depuis 2008. Adjointe à la mairie de 2008 à 2017, elle est désormais conseillère municipale en raison de la loi contre le cumul des mandats. Elle siège également au Sénat depuis 2014, membre chez les Républicains. Elle est poussée vers la sortie après son soutien à Édouard Philippe au municipal de 2020. Elle rejoint alors le parti libre de Valérie Pécresse tout en restant rattachée au groupe LR au Sénat. Attends. Elle a soutenu Édouard Philippe, mais elle est dans le truc de Valérie Pécresse, alors qu'elle pourrait être chez Horizon. Othman Nasrou, chargé de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations. Il est né au Maroc et naturalisé français en 2012. Diplômé d'HEC, conseiller régional d'Île-de-France depuis 2015 et vice-président de la région depuis 2020. Proche du mouvement libre lancé par Valérie Pécresse, il reste membre chez les Républicains, dont il est le premier secrétaire général délégué. En 2022, il soutient Bruno Retailleau dans la bataille pour la présidence des Républicains. Eh B. Pécresse a un parti? Oui, ça fait longtemps. Pécresse, elle a son propre parti, ouais. Tani Mohamed Soualihi, secrétaire d'État chargé de la francophonie et des partenariats internationaux. Il est avocat à Mayotte. Il est d'abord conseiller municipal d'opposition à Sada, avant d'être élu sénateur de Mayotte sous l'étiquette d'hiver gauche en 2011. Au Sénat, il siège dans le groupe socialiste avant de rejoindre le groupe macroniste en 2017. Il a été vice-président du Sénat entre 2017 et 2020. Ok. Donc il vient de Mayotte.
Laurence Garnier, chargée de la consommation. C'est une ancienne cadre chez PSA Peugeot Citroën. Elle est sénatrice LR de Loire-Atlantique depuis 2020 et conseillère municipale d'opposition à Nantes depuis 2008, après avoir été vice-présidente du conseil régional des Pays de la Loire. Catholique, elle a manifesté contre le mariage pour tous, a voté contre l'interdiction des thérapies de conversion et la constitutionnalisation de l'IVG. Eh B. Salimassa, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà, vous voyez, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle est venue du privé, elle est nommée en 2010 présidente de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. Membre de l'UMP, elle est secrétaire nationale chargée du développement urbain et elle est active dans la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, candidate aux législatives en 2012, puis sur une liste UDI au municipal de 2014 à Aix-en-Provence. Elle ne parvient pas à être élue. De 2020 à 2022, elle est préfète de Corrèze. Ok. Au troisième concours. Et enfin, Clara Chapaz, rien à voir avec Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'IA et du numérique. Elle est diplômée de l'ESSEC, elle a travaillé en Asie avant de rejoindre l'entreprise Vestiaire Collective, puis de diriger la French Tech. Ah, d'accord. Mission fondée par le ministère de l'économie pour accompagner les startups à l'international. Elle est la fille de l'entrepreneur Pierre Chapaz, cofondateur de Quelcou et de TEDS. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce gouvernement? C'est ce qu'on disait au début. Il n'y a pas beaucoup de têtes d'affiche. On est sur un gouvernement très techno, avec des profils de gens sérieux, avec des profils de gens qui sont expérimentés, beaucoup d'élus locaux. On n'est pas sur des ouvertures spectaculaires à des personnalités de la société civile, à des personnalités politiques qui ont un passé spécifique, etc. On est plutôt sur des habitués du paysage politique, dans un gouvernement qui promet d'être assez, disons, classique dans son expression. Ils vont pas casser la baraque, de toute façon ils n'en ont pas les moyens politiques. C'est beaucoup, voilà, c'est beaucoup du professionnel de la politique, des gens qui ont poncé plusieurs postes déjà, très compétents, c'est pas le sujet, mais c'est pas le plus important. Euh, Très bon gouvernement. Peut-être, ouais, si ça te plaît, pas de souci. Est-ce qu'on peut faire fermer HEC et les SEC? Non, on peut essayer de les réformer, ce serait peut-être mieux. Tu penses quoi des ministres de 70 ans qui n'ont pas touché au métier depuis plus de 20 ans? Bah, vous savez, j'ai toujours été circonspect là-dessus. Le rôle d'un ministre, c'est pas d'exercer un métier. Je vous rappelle que le ministre de la Santé ne soigne personne, hein. Voilà, il fait pas d'opération à cœur ouvert. Le ministre de l'Éducation nationale n'exerce pas le métier d'enseignant. Ça peut être utile que ces gens-là viennent du métier, mais dès lors qu'il s'agit de mener des politiques publiques, c'est pas très grave si tu viens d'ailleurs, quoi. C'est pas un métier, ministre, c'est un mandat. C'est pas un mandat d'ailleurs, c'est une fonction. Hmm. Il est bien manif pour tous ce gouvernement. Oui, ce gouvernement est bien manif pour tous, effectivement. On y retrouve Bruno Retailleau et Laurence Garnier, qui sont deux personnalités connues pour leur homophobie et leur rejet de l'ouverture aux droits des minorités de genre. Est-ce qu'on peut cumuler mandat et fonction? Alors pour des raisons de séparation des pouvoirs, non. À partir du moment où tu es nommé ministre, tu n'es plus député. Tu ne peux plus l'être. Ou sénateur. Tu peux plus l'être. C'est pas possible. Tu peux pas être jugé parti. C'est pour ça qu'il y a des suppléants. C'est à ça que ça sert. Hmm. Par contre, tu peux être ministre et député. Non, c'est ce que je viens de dire. Tu ne peux pas être ministre et député. C'est impossible. Est-ce que tu peux être ministre et président de région? Ouais, ça tu peux. Ministre et maire aussi, tu peux. Tu peux. Alors après, c'est des. Pour le coup, c'est pas impossible dans la loi. Après, c'est à la discrétion de chaque gouvernement de demander des arbitrages particuliers. Au début, Emmanuel Macron avait fixé la règle, je me souviens, de on ne peut pas être maire et ministre. C'est pas possible.
Et finalement, comment il s'appelle Gérald Darmanin a été élu maire de Tourcoing et il a demandé s'il pouvait cumuler et Macron lui a dit oui. Est-ce que les suppléants sont payés quand le titulaire est en poste? Non. Pourtant, on avait des ministres à l'Assemblée avant ce week-end. Ah oui, pardon, j'aurais dû préciser, effectivement. Les ministres démissionnaires peuvent siéger à l'Assemblée nationale. Comment on devient ministre? On est nommé par le président de la République sur recommandation, sur proposition du Premier ministre. Gérald Darmanin, il n'est pas resté maire de Tourcoing? Il n'a pas cumulé la mairie et... C'était quel municipal déjà? Sur sa page Wikipédia. Ministre de l'Intérieur, il a commencé en 2020. Maire de Tourcoing, il l'a été pendant quelques mois. Hmm. C'est pas Le Drian qui a cumulé ministre plus président de région? Je me souviens plus, c'est possible. Hmm. Ce gouvernement peut-il faire face à une motion de censure? Alors ce gouvernement va faire face à une motion de censure qui va être déposée par le groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Cette motion de censure devrait être votée par 210 députés maximum. Et comme il faut 289 voix pour qu'une motion de censure soit adoptée, ce gouvernement va échapper à la censure, lui permettant donc de gouverner. Tu penses que ce gouvernement peut tenir combien de temps? Tout dépend de Marine Le Pen, qui a d'ores et déjà déclaré qu'elle souhaitait une nouvelle dissolution l'an prochain. Si on la prend au mot, ça veut dire qu'elle devrait voter la censure au printemps prochain. Hmm. C'est quoi les rangs devant chaque fiche de ministre? Je crois que c'est le rang protocolaire. Alors c'est vraiment un truc dont on se branle, hein. C'est vraiment pas important, le rang protocolaire. Pour savoir sur quel siège ils sont, sur quelle chaise ils sont assis quand ils se pointent à plusieurs ministres dans une réunion ou un événement. Ça te stresse mon cheveu sur le front? Voilà, c'est bon, il n'y a plus. Est-ce que l'aile gauche de la Macronie continuera à suivre Barnier? Car à entendre l'élu de ce matin sur France Info, c'est pas sûr. Bah, ce que je pense, c'est qu'effectivement, l'aile gauche de la Macronie va commencer à faire monter la pression, faire monter les enchères. Ils ont parfaitement compris que s'ils faisaient défection, ça pouvait mettre en branle l'ensemble de l'édifice du gouvernement Barnier. Donc, à mon avis, et c'est ce qu'a fait un peu Gabriel Attal hier en annonçant qu'il allait mettre des lignes rouges et demander des garanties sur la question de la PMA, sur les libertés LGBT, sur l'IVG, etc. Sous-entendu, et c'est assez habile, je trouve, de la part de Gabriel Attal, qui envoie le message, j'ai bien compris que ce gouvernement était turbo de droite, ça va pas se passer comme ça sur toutes les questions sociétales. Donc on verra ce que l'aile gauche de la Macronie
fera, et tout sera dans le comportement de ses votes et de ses amendements d'ailleurs. Ce sera intéressant à suivre. C'est Attal le leader de la gauche de la Macronie? Non. Gabriel Attal, c'est le président, en l'état actuel des choses, c'est le président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale et le président, donc le principal groupe du gouvernement hein, quand même, et président du parti également. Un monde où des macronistes seraient contre Macron. Contre Macron peut-être pas, mais contre Barnier peut-être. Faudra voir sur. Je vous dis, tout va se jouer dans les lois en fait, sur les amendements, sur le travail des députés, etc. Je ne comprends pas comment ce gouvernement a pu être nommé au regard du rapport de force à 3 tiers. Eh ben parce que tu as 2 tiers du gouvernement qui ne censurera pas ce gouvernement. C'est la seule réponse dont tu as besoin à ta question. Quand une assemblée est divisée en 3 tiers, il suffit que 2 tiers sur les 3 acceptent de ne pas censurer un gouvernement pour que ce gouvernement puisse gouverner. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Un monde où une censure peut passer, une trahison possible pour obtenir quelques voix restantes. Il y a 2 conditions dans lesquelles une censure pourrait passer. Soit la défection d'au moins 80 députés macronistes qui se rallient à la gauche. Ce qui a très peu de chances d'arriver. Et la deuxième option possible, c'est une rébellion de Marine Le Pen qui décide d'une stratégie du chaos. Et qui se retourne et qui vote la censure. Mais ce serait en contradiction avec ce qu'a expliqué Marine Le Pen dans le fait qu'elle souhaite éviter le désordre. Moi, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi Macron a dissous l'Assemblée. Oui, je suis comme toi. Ça resterait une énigme. Une dissolution ratée de plus. Est-ce qu'il y a un délai avant de refaire une dissolution d'Assemblée? Oui, il y a un délai d'1 an. Il y a un cooldown d'1 an. Qu'est-ce qu'elle aurait à y gagner? Bah, ça, c'est la bonne question. Qu'est-ce que Marine Le Pen aurait à gagner à provoquer la chute du gouvernement Barnier quand on sait l'incapacité qu'il y a à trouver des arrangements pour un autre gouvernement? Tiens, regarde, les gens de gauche dans le chat, est-ce que vous voulez faire une alliance avec les macronistes? Est-ce que ça vous dit de faire une alliance avec les macronistes? Voilà, voilà, tu vois, t'as ta réponse. Euh... Donc c'est aussi simple que ça, hein. Hmm.
Certains disent que personne ne pourrait empêcher une dissolution avant un an parce que ni le Conseil d'État ni le Conseil constitutionnel ne peuvent juger un décret présidentiel. Est-ce que c'est vrai? Non. Non, 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 c'est pas vrai ça. C'est pas vrai, il y avait déjà eu une position de principe du Conseil constitutionnel sur l'incompatibilité des actes préparatoires. Non, non. C'est quoi la gauche, c'est quoi la droite? J'ai fait un TikTok là-dessus, si tu vas sur... Putain, c'est vrai, pour ceux qui savent pas, j'ai un TikTok. On avait fait un montage sur TikTok pour répondre à cette question. Hmm. Michel Barnier a-t-il l'autonomie pour le dépôt de décrets ou Macron doit les valider également? Non, 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 il a l'autonomie. Non, non, il a le pouvoir réglementaire. C'est pas le président de la République. Hmm. Pour un PM de gauche, il faudrait déjà que Macron souhaite négocier. Ah, s'il a pas le choix. S'il a pas le choix. Peut-il y avoir une modification de la Constitution pour réduire le délai de dissolution? Tu veux dire le cooldown d'un an? Non. Non, 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 là dans l'année, non. Hmm. Quel intérêt pour Macron de dissoudre encore une fois? Alors la question n'est pas tant l'intérêt de Macron, mais est-ce qu'il a le choix? Si Marine Le Pen engage la dissolution, si Marine Le Pen engage pardon, la censure du gouvernement en mai prochain, Emmanuel Macron se tourne vers la gauche. Il demande à la gauche, est-ce que vous voulez faire un accord avec les macronistes? Et tu as vu ce qu'a dit le chat tout à l'heure, la réponse est non. Donc il dissout l'Assemblée nationale. Il n'y a pas d'autre solution que Michel Barnier en gros. Donc il dissout l'Assemblée nationale. Et hop, rebelote élection. Et un gouvernement technique. Bah, un gouvernement technique, c'est pas durable en fait. C'est un gouvernement technique, c'est en attente d'une résolution plus tard. Est-ce qu'on est toujours dans une démocratie? Oui, on est toujours dans une démocratie. Absolument. Un modèle représentatif. Y a-t-il une possibilité que Macron démissionne? Oui, il y a une possibilité que Macron démissionne, mais ça ne solutionnerait pas le problème, parce que le problème qu'on a aujourd'hui est un problème à l'Assemblée, pas à l'Élysée. Si, en partie à l'Élysée, effectivement, parce que c'est Emmanuel Macron qui a décidé de se placer en arbitre des négociations. Hmm. Hmm. Si le président démissionne, est-ce que le cooldown est réinitialisé? La réponse est non. C'est pour ça que faire une élection présidentielle là avant Noël, ça changerait rien en fait. Parce qu'encore une fois, le problème, il est à l'Assemblée. Hmm. Euh, Parce que si Emmanuel Macron démissionne, il est toujours à la tête d'un groupe de députés à l'Assemblée nationale. Groupe dont la gauche a besoin pour gouverner.
Donc en fait, ça solutionne rien. Ça change pas le problème, puisque c'est lui qui a refusé Lucie Castet. Je sais pas pourquoi son groupe se mettrait à accepter Lucie Castet demain matin. Je dis bah non, toujours pas. Macron, c'est le chef des... Non, 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 c'est Gabriel Attal qui est le président du groupe, mais les députés macronistes, ils sont macronistes. Je veux dire, je veux dire, c'est Emmanuel Macron, le patron. Sauf s'il décide de s'émanciper et de devenir attaliste. Est-ce que la gauche a réellement une chance en 2027 ? La quantité de variables de l'équation est tellement importante que je peux pas te répondre en 2024 pour te dire ce qui va se passer en 2027. On est beaucoup trop loin de la présidentielle, ça dépend de tellement de facteurs, ça dépend du nombre de candidatures, ça dépend de la diversité des candidats, ça dépend des méthodes de campagne, ça dépend de l'état du pays et de l'opinion, ça dépend de... C'est un alignement de planète très, très particulier. Hmm. Avec une candidature commune. Candidature commune à gauche, c'est mal foutu, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est très mal foutu. Il y a plusieurs partis qui ne veulent pas de candidature commune à l'élection présidentielle. Hmm. Euh, Donc c'est une primaire à gauche possible. Primaire à gauche, c'est vigoureusement refusé par Jean-Luc Mélenchon. Jusqu'à présent, après, c'est pas la première fois que Jean-Luc Mélenchon il change d'avis, hein. Mélenchon n'acceptera aucun scénario où il n'est pas candidat. Oui, d'une manière générale, c'est assez clair. La dernière primaire PS, c'est pas Hamon qui l'avait gagné. Si. La dernière primaire organisée par le Parti Socialiste, c'était en 2017, 2016. Et c'était Benoît Hamon qui avait remporté la primaire. Et qui était donc le candidat investi par le Parti Socialiste. Ce qui a provoqué le départ du PS de Manuel Valls et d'autres. Il était très en colère. Et Benoît Hamon avait fait de mémoire 6% au premier tour de l'élection. PS plus les Verts, non. Alors de mémoire, non. C'était pas PS plus les Verts, c'était PS tout seul dans son coin. Et les écolos ont négocié ensuite un accord qui garantissait la création d'un groupe. Si c'était PS et écologistes qui organisaient ensemble la primaire. T'es sûr? Parce que moi je me souviens qu'ils avaient fait un accord. Je suis pas sûr que les écolos étaient candidats à la primaire. Il y avait De Rugy à la primaire PS, ouais, ça je m'en souviens, mais je crois que De Rugy était déjà plus chez les écolos, hein. Ouais, c'est ça, c'était Jadot qui s'était rallié. Jadot s'était rallié.
Il s'était rallié à Benoît Hamon. Il y avait eu une négo. Il y avait eu une négo, il s'était mis d'accord. Il y a un monde où ELV, PS et PCF présentent Lucie Castet ensemble. Non, parce que le PCF souhaite maintenir une candidature autonome à l'élection présidentielle. Autrement dit, Fabien Roussel sera candidat quoi qu'il se passe. PCF se rangera pas derrière une candidature commune avec les socialistes et les écolos. Enfin, c'est l'identité politique de Fabien Roussel en interne au PCF, donc je vois pas pourquoi ça changerait. Après, tout peut se passer, hein, mais... Ouais, c'est ça, c'est dans 3 ans. Roussel, Ruffin, Faure et Mélenchon candidats pour l'instant. Faure, pas encore. C'est probable, je suis d'accord avec toi. Mais Olivier Faure, pour l'instant, je le vois pas. Par contre, Ruffin et Roussel, oui, 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 bah oui. A priori, ils partent pour ça. Mm. Mais de toute façon, s'il n'y a pas une primaire à gauche en 2027, il y a toujours Twitter, hein. C'est là que les militants s'insultent. C'est là que la gauche perd quotidiennement des électeurs. Donc, faut pas s'étonner, hein. Parce que ça va aller, il y aura un bon niveau de toxicité, très très bon niveau de toxicité. Hum, Les électeurs indécis qui hésitaient à voter à gauche seront vaccinés, genre vraiment non merci. Et voilà. Et chacun présentera son candidat, comme ça chacun aura sa pureté militante, bien cohérente, bien homogène, et accusera tous les autres d'être responsables de sa défaite, évidemment. Non, ça va être chouette 2027. Chacun perdra, oui, mais avec fierté. Et accusera les médias. Hmm. Et d'être des traîtres. Vous savez, l'accusation de traîtrise, elle n'est faite que par des personnes qui ont une allégeance. Quand t'as pas d'allégeance, tu n'as rien à trahir. Les médias accuseront la gauche d'avoir fait gagner le RN. Oui, oui, oui. Hmm. Si l'extrême droite qui gagne, c'est la faute de Jean Massier qui l'invite pas. Ouais, c'est de ma faute. Bah oui, parce que j'aurais fait monter l'extrême droite, c'est vrai, j'avais oublié. C'est de ma faute. Fallait que j'invite l'extrême droite, sinon elle gagne. On va passer une bonne année, hein. Ça va être chouette. Je vous rappelle la reprise des streams à l'Assemblée, c'est le 1er octobre, hein. Mardi 1er octobre, c'est le jour de mon anniversaire en plus, donc soyez là. C'est l'Assemblée nationale qui reprendra ses travaux avec le discours de politique générale, avec les prises de position derrière des autres groupes, puis le vote de la première motion de censure, a priori celle déposée par les socialistes. Et pour ce qui est de la sortie de mon bouquin, si vous habitez à Paris ou en Ile-de-France, vous pouvez venir mercredi à 19h30 à la librairie qui s'appelle Le Maire le Moqueur. Le Maire le Moqueur, dans le 20e arrondissement.
51 rue de Bagnolet. On fera la présentation du livre. C'est la sortie officielle. Voilà. Si vous voulez venir, il y aura peut-être un petit coup à boire, je sais pas. On pourra l'acheter là-bas. Oui, vous pourrez l'acheter sur place. Vous pourrez l'acheter sur place. Et mardi à Strasbourg. Non, c'est jeudi à Strasbourg. Ce jeudi, je suis à Strasbourg à un événement qui s'appelle les bibliothèques idéales. Hop. C'est à Strasbourg, les bibliothèques idéales. Dégage. Et je sais plus où c'est. Il y a ma gueule quelque part, je sais plus où. Il n'y a pas un onglet recherche? Il n'y a pas un onglet recherche, c'est pas pratique, le site est pas pratique, il n'y a rien qui est pratique. Mais bref, bibliothèques idéales à Strasbourg le jeudi après-midi. Je peux venir qu'à 22h, tu seras encore là. À Strasbourg, je sais pas. C'est où à Strasbourg? Alors attends, je vais retrouver. Voilà. Hop. Ça se trouve à... C'est à Aubette à 17h30, voilà. C'est à Aubette à 17h30. Place Kléber. Au milieu de Strasbourg. Pas loin de la plage, voilà. C'est pas très loin de la plage. Cette vieille photo là, je sais pas pourquoi elle existe encore. Est-ce qu'il faut un billet pour venir? Non, je crois pas, je crois que c'est open. Hein. Comment se fait-il que Rachida Dati soit à la fois ministre de la Culture et maire du 7e arrondissement à Paris? Pourquoi le non-cumul de mandat ne s'applique pas? Parce que ministre, ce n'est pas un mandat, c'est une fonction. On n'est pas élu ministre, on est nommé ministre. C'est pas pareil. Let's go venir si on peut rentrer comme on veut. Bah ouais, venez, venez, venez. Venez, ça va être chouette. On est quoi? On est lundi. J'ai hésité à streamer hier, j'ai hésité à faire du Flight Simulator, mais j'avais la flemme. J'étais fatigué. J'étais peinard chez moi, ça m'allait bien. Y aura-t-il d'autres dédicaces prévues à Paris? C'est possible, ouais. C'est les librairies qui calent et on voit dans mon agenda si on peut le mettre ou pas. Le cooldown, c'est jusqu'à la date anniversaire de la dissolution. Ouais. Je crois, oui. C'est aussi fatigant de streamer du Flight Simulator que de la politique. C'est pas très éloigné, ouais, en fatigue. C'est pas très très éloigné. Je vais vous laisser les copains. Le reprise des streams Parlement, c'est jour de grève, non? Ouais, le 1er octobre, c'est jour de mobilisation à l'appel des syndicats, ouais. Absolument. Merci à toutes et à tous, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain pour un petit stream. Demain, je le fais à quelle heure mon stream? 16h.
Voilà, à demain les copains. Bisous. Ciao ciao.